Voilà, donc dans notre première vidéo, on avait vu quel est l'intérêt du contrôle stratégique, à quoi sert le contrôle stratégique et quels critères pour le contrôle stratégique. Donc dans un deuxième point, nous allons voir comment est mis en œuvre le contrôle stratégique. Alors, on verra deux grands points, la veille stratégique et les actions correctrices. Alors la veille stratégique, pourquoi l'évolution de l'environnement rend-elle le contrôle stratégique indispensable? Alors la veille stratégique, elle est indispensable parce qu'elle permet de comprendre l'environnement, tout simplement. On en a beaucoup parlé en classe. L'environnement, il est caractérisé par son incertitude, par son instabilité croissante. Et donc comprendre l'environnement, c'est tout à fait essentiel pour les organisations pour permettre de prendre des décisions les plus efficaces possibles. Donc la veille stratégique permet de comprendre l'environnement. Un environnement qui est source d'opportunités et de menaces. Comprendre l'environnement, c'est comprendre les changements dans les relations commerciales. Par exemple, l'apparition d'un nouveau concurrent. Par exemple, l'apparition d'un nouveau produit. Donc tout ce qui est sur le marché, relations commerciales. Un changement de la situation économique, la crise financière, le ralentissement de l'économie. Des mutations technologiques, l'utilisation d'énergie propre, renouvelable. Donc dans les relations commerciales, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y a bien sûr aussi tout ce qui est comportement client. Des changements réglementaires, enfin, qui peuvent amener à ce que cet environnement devienne une source de menaces ou d'opportunités. Donc ces changements vont venir perturber les hypothèses de départ à partir desquelles j'ai construit ma stratégie. Voilà. Donc pourquoi l'évolution de l'environnement rend-elle le contrôle stratégique indispensable? À cause de tous ces changements dans les relations commerciales, dans la situation économique, les mutations technologiques, les changements réglementaires vont être source d'opportunités ou de menaces dans un environnement incertain et instable. Alors, la veille stratégique, comme définition, on peut dire que c'est une démarche globale qui permet de surveiller l'environnement. Voilà. Démarche globale qui permet de surveiller l'environnement et qui permet de comprendre l'environnement. Surveillance de l'environnement, compréhension de l'environnement. Donc, la veille stratégique, ça va consister en quoi? Eh bien, collecter des informations auprès des différents acteurs, analyser ces informations et proposer ce qu'on va appeler des préconisations, c'est-à-dire des mesures de pilotage, des révisions des hypothèses de départ. Vous voyez les préconisations, les mesures de pilotage, vous pensez à une voiture, c'est pareil. Ma voiture, il y a un clignotant, il manque de l'huile, eh bien je vais faire une préconisation, ça va être tout simplement d'aller chez le garagiste, d'acheter de l'huile et de remettre de l'huile. Ou peut-être, ma mesure de pilotage, ça va être de prendre rendez-vous avec mon garagiste pour qu'il me fasse une révision complète de mon moteur et notamment qu'il change mon huile complètement. Vous voyez? Donc c'est ça une préconisation. Préconiser, c'est proposer des choses pour l'avenir. Préconisation, proposer des nouvelles mesures de pilotage. Donc vous voyez, je collecte des informations, je les analyse, et puis suite à ces analyses, je vais proposer des mesures de pilotage ou des révisions des hypothèses de départ. Donc la veille stratégique, qui consiste en une surveillance de l'environnement, va prendre différentes formes. On peut parler de veille commerciale. On va observer les nouveaux produits, les nouveaux acteurs. On va parler de veille concurrentielle. Cette fois, on va étudier, observer les concurrents actuels et les potentiels, c'est-à-dire ceux qui pourraient venir sur le marché. On va avoir la veille technologique. Celle-là, elle va surtout travailler sur tout ce qui est innovation. On va voir la veille juridique et sociétale, très importante, l'impact des réglementations, mais aussi l'impact des évolutions des comportements sociaux. Par exemple, on en avait parlé en classe, se développe, on mange de moins en moins de viande, donc nouveau comportement social qui va engendrer des transformations dans la filière agroalimentaire. Donc une veille juridique et sociétale, une veille technologique, une veille concurrentielle, une veille commerciale. Au niveau de la veille sociétale, bien sûr, l'utilisation par exemple des téléphones portables qui vont permettre d'acheter, d'aller sur Internet, etc. Donc veille stratégique, compréhension de l'environnement et surtout surveillance de l'environnement, collecte, analyse, proposition de préconisation, différentes formes de veille stratégique.
Alors, on va retourner dans notre association VLCA, Vacances et Loisirs sur la Côte d'Azur. Et vous voyez, au niveau de l'environnement, tous leurs objectifs avaient été fondés sur une hypothèse d'une croissance régulière de la demande et surtout d'un environnement faiblement concurrentiel. Et vous voyez, ce président, il a fait une première STMG, une terminale STMG, il a même fait un BTS MUC et du coup, il se tient constamment informé parce qu'il sait que la veille commerciale, la veille informationnelle et stratégique est fondamentale pour le contrôle stratégique. Donc comme il sait que l'environnement est incertain, il se tient informé de son environnement. Ses hypothèses de départ, croissance régulière, environnement peu concurrentiel. Or, que se passe-t-il en fin 2015 ? Un nouveau concurrent arrive, il s'appelle LPM, il est proche de LVCA, il a un tarif inférieur, et donc une association sur Marseille qui propose le même genre de prestations moins chères. Et puis une réglementation qui devient beaucoup plus exigeante en termes d'encadrement des personnes et donc qui va obliger toutes ces associations lors de leur séjour à avoir plus d'animateurs pour des questions notamment de sécurité. Donc à votre avis, cette veille stratégique, est-ce qu'elle remet en cause finalement les hypothèses de départ ? Bien, là, on voit qu'il y a quand même un gros problème, il y a un nouveau concurrent qui arrive, et qu'est-ce que va risquer LVCA ? C'est que ses adhérents, ils aillent chez LPM. Si la qualité des services est supérieure ou la même LVCA avec un tarif inférieur, il n'y a pas de raison qu'ils quittent LVCA. Donc, bien sûr, cette hypothèse de départ qui n'avait pas de concurrent, elle ne tient plus. Ensuite, il prévoyait une croissance régulière de la demande, donc ça s'est confirmé au démarrage, mais ensuite on voit bien que on va bien voir que cette croissance n'est plus au rendez-vous et que cette réglementation va être importante pour eux parce qu'ils vont devoir embaucher plus de personnel et donc ça aura un coût en termes de marge. Voilà. Donc je vous rappelle que bien qu'étant des associations, deux organisations peuvent être en concurrence sur l'activité de séjour, même si elles n'ont pas une finalité à caractère lucratif. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'exigence réglementaire va obliger à des travaux supplémentaires, peut-être aussi de normes, et à l'embauche de personnes supplémentaires. Donc oui, cette veille stratégique va remettre en cause les hypothèses de départ pour les raisons que je viens d'indiquer là. Vous avez toute la place pour le réécrire proprement en termes d'analyse sur votre feuille page 8. Alors, les actions correctrices. Donc, face à cet environnement qui change, face à ces hypothèses de départ qui ne sont plus pertinentes, il va falloir porter des actions correctrices. Donc, le contrôle, la veille stratégique, permet au président d'améliorer le pilotage de la stratégie. Il va proposer à ses membres, suite à cette veille stratégique, de mettre en place différentes actions de correction afin d'atteindre malgré tout ses objectifs en 2017. Il sent bien là que 2016 pourrait être une année catastrophique, en tout cas 2016 et début 2017, s'il ne met pas en place des actions correctrices. Alors vous voyez les actions correctrices pour redresser les mauvais résultats et améliorer les performances. Eh bien, on peut envisager de changer d'orientation stratégique. Si les objectifs sont trop ambitieux, on peut les rendre plus réalistes. Rappelez-vous, on a dit des objectifs réalistes et cohérents. Si l'organisation n'a pas mobilisé suffisamment de ressources, on revoit leur allocation, c'est-à-dire la distribution des ressources. Faut peut-être augmenter, embaucher un salarié de plus, etc. En tout cas administratif. Et si l'organisation a manqué d'efficacité dans la mise en œuvre de sa stratégie, on peut aussi réaliser un travail d'animation pour remotiver les salariés. Voilà l'ensemble des actions correctives qui peuvent être mises en place. Alors, si on reprend un petit peu ces points, on pourrait dire que les différentes formes d'actions correctrices, premièrement, redéfinir des hypothèses plus réalistes. Il faut peut-être diminuer l'objectif de chiffre d'affaires, peut-être diminuer l'objectif du nombre de journées, etc.
On peut redéfinir les objectifs d'une stratégie. Là, on va être sur une stratégie émergente, donc des hypothèses plus réalistes de départ, à savoir qu'il y a de la concurrence et à savoir que la croissance n'est pas au rendez-vous. Et puis, on peut redéfinir les objectifs, chiffre d'affaires, marge, etc., prix moyen de la journée, etc. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est réallouer, redistribuer les ressources, soit les augmenter, ou si on ne peut pas les augmenter, redistribuer mieux, financièrement, matériellement, humainement. Et enfin, on peut aussi faire tout un travail de formation, d'animation, de remobilisation du personnel. Donc vous voyez, les différentes formes d'action correctrice, elles vont concerner des hypothèses plus réalistes, redéfinir des objectifs, réallouer des ressources ou remobiliser, animer des hommes. Et on verra, vous pouvez bien les noter parce qu'on verra que c'est toujours autour de ces 4 actions correctrices que se feront le contrôle stratégique. Hypothèse, objectif, réallocation des ressources, remobilisation, animation des personnes. Alors du coup, nous on va voir, vous voyez les actions de correction qui sont proposées par le président du conseil d'administration, vous l'avez page 9. Il va proposer 39 séjours au prix de 97 €. Son nombre de journées sera maintenu, la secrétaire va suivre une formation commerciale, il va recruter une secrétaire à mi-temps supplémentaire, il va recruter des animateurs supplémentaires, il va faire des visites chez les adhérents pour identifier leurs attentes et adapter les séjours, et il fera des séjours courts d'1 semaine au lieu de 2, et enfin, son objectif de marge brute va passer de 18% à 15%. Alors, dans ces actions de correction, qu'est-ce qui concerne les objectifs ? Eh bien, 39 séjours en catalogue au lieu de 36, des séjours plus courts, d'1 semaine, un prix moyen de la journée à 97 € au lieu de 98 €, une zone de prospection élargie au-delà de la région PACA. Au niveau des ressources, dans ces actions de correction, il va proposer un poste de secrétariat à mi-temps, des animateurs supplémentaires qui sont embauchés, là on est dans les ressources humaines, et au niveau des ressources financières, en revanche, passer à 15% au lieu de 18% pour financer ces mesures, c'est-à-dire il va réduire la capacité de financement des mesures. Et s'il réduit cette capacité de financement, c'est parce qu'il va réduire aussi le prix moyen de la journée. Voilà, donc tout ça va entraîner une marge brute qui va un peu diminuer. Donc là, il est cohérent et réaliste. Et puis, il va allouer des moyens supplémentaires pour identifier les attentes des familles. Au niveau de l'animation, la secrétaire et la formation, elle va suivre une formation commerciale pour pouvoir être aussi un petit peu démarcher des familles pour qu'elles viennent s'inscrire à leur stage. Alors voilà, nous arrivons au résultat de 2017. Alors vous voyez, par rapport aux objectifs, le nombre de séjours était de 36. En corrigeant donc notre objectif, les familles voulaient plus de séjours, on est passé à 39, et vous voyez le résultat, c'est plus 39. Donc on n'a pas d'écart, on a réalisé nos objectifs. Le nombre de journées, 9000, on est resté sur 9000 journées. Notre résultat est de 8964, donc on a juste manqué 36 jours par rapport à nos objectifs. Le prix moyen d'une journée était de 98 €. On a voulu descendre le prix moyen d'une seule journée pour être aligné, et puis par rapport à la concurrence qui arrivait. Donc vous voyez, on est bien à 97 €, donc on n'a pas d'écart par rapport aux objectifs corrigés. Et enfin, le chiffre d'affaires avait été réactualisé à 873 000, et vous voyez, on a fait plus 874 808, soit plus 1800 €. Et enfin, la marge brute objectivée était de 15%, puisqu'on l'a diminué, on l'a réactualisé en fonction d'hypothèses nouvelles, à savoir qu'il y avait une réglementation qui nous oblige à avoir un taux d'encadrement plus important, réallouer un certain nombre aussi de finances vis-à-vis de la qualité des séjours, notamment augmenter le nombre d'activités, et on obtient comme résultat 15,84%, c'est-à-dire plus 0,84 points. Alors vous voyez que le contrôle stratégique était-il nécessaire ? Eh bien, c'est évident à la lecture de ce tableau. Les résultats par rapport aux objectifs
corrigés sont tout à fait acceptables, tout à fait bons, puisque notre chiffre d'affaires est dépassé, notre marge brute est dépassée, c'est juste le nombre de journées qui n'est pas tout à fait à la hauteur des 9000, mais vous voyez complètement compensé par un prix moyen journée, un chiffre d'affaires et une marge brute positive. Donc, vous voyez, les écarts auraient été bien sûr beaucoup plus importants si on était resté sur les objectifs de 2017. Et donc, le contrôle stratégique a permis d'identifier dans l'environnement des menaces, de réactualiser les hypothèses de départ et d'avoir une tendance positive par rapport aux objectifs corrigés. À la fin de notre chapitre, donc rapidement, l'importance du contrôle stratégique pour piloter l'activité. On fixe des objectifs, on choisit des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. On fait une veille stratégique pour comprendre l'environnement et on vérifie nos hypothèses de départ. On observe les écarts des objectifs et du réalisé, donc objectif et réalisé. Et puis on met en œuvre des actions correctrices qui vont m'amener à choisir peut-être de nouveaux indicateurs, à fixer de nouveaux objectifs ou peut-être à mettre des hypothèses de départ plus cohérentes. Voilà, donc pour vous resituer un peu l'importance du contrôle stratégique, vous avez ce petit tableau, ce petit schéma, page 11, vous pouvez le compléter. Je vous ai mis en dernier une petite carte mentale, vous pourrez vous en inspirer pour faire la vôtre, même si je pense qu'il y a matière à rajouter des choses et à la présenter différemment. On définit des indicateurs de mesure de la performance, indicateurs quantitatifs et qualitatifs, on les a vus dans le cours. On mesure les écarts entre les objectifs et les réalisés. On organise une veille stratégique pour comprendre l'environnement, pour veiller, pour avoir une veille sur l'environnement, pour l'observer. On va vérifier les hypothèses de départ. Puis on va mettre en place des actions correctrices avec 4 actions. Soit on change de stratégie, on révise les objectifs, on remobilise les membres ou on définit une nouvelle allocation, c'est-à-dire distribution des ressources. Voilà, donc nous avons fini ce chapitre. Je vous invite à regarder, il est un petit peu compliqué. Bien sûr, on en parlera en classe, on fera un TD d'application. Donc remplissez bien tous vos documents. Commencez à en faire une petite carte mentale. Et puis, je ne vous demande pas d'en faire une synthèse, juste une petite carte mentale. Et on retravaillera sur votre document dès la rentrée.